aussi d'être dans les bouchons pour me rendre au travail, pour faire cette petite vidéo. Parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer. Parce que le monde continue de tourner alors que le mien il s'est arrêté. Et j'espère que le téléphone ne va pas tomber. J'ai essayé de fixer ça comme j'ai pu. Je prends la parole aujourd'hui pour raconter ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie, plus particulièrement dans la vie de ma maman. Et je commencerai par vous parler d'elle, pour vous dire qui elle était. Donc ma maman était une femme tout à fait normale jusqu'à ce que des soucis de santé se déclarent, des soucis neurologiques plus particulièrement, des pertes de mémoire, un comportement plutôt associé à une dépression, à quelqu'un de triste, de malheureux. Et voilà, des choses de plus en plus absurdes pour les gens normaux, des cassures dans son esprit qui ont fait qu'elle a perdu de plus en plus la faculté d'écrire, de raisonner, d'être logique, de la reconnaissance de tous ses acquis, en fin de compte, tout ce qu'elle avait appris durant sa vie a commencé à s'effacer petit à petit. Donc les mots, associer les mots aux images, c'est quoi une voiture, c'est quoi un stylo, c'est quoi une brosse à cheveux, et puis de plus en plus le néant. Donc ma maman avait 54 ans et nous habitons en Belgique, avons toujours habité en Belgique, sommes nés en Belgique, mais mes parents sont français, pour vous recontextualiser rapidement, synthétiquement. Et il y a quelques années, quand mes parents ont divorcé et que ma maman tout simplement n'avait plus d'emploi et ne parvenait pas à en retrouver, surtout dû déjà à ses problèmes neurologiques qui l'empêchaient de conserver un emploi et surtout de faire autre chose que ce qu'elle avait fait toute sa vie. Ma maman a décidé de repartir vivre en France à plus ou moins 5 heures de route de chez nous, d'Arlon, pour situer. Donc maman est repartie vivre en France il y a plus ou moins 4-5 ans. Et c'est à son arrivée que tout d'abord ma tante s'est rendue compte qu'il y avait un problème. Et puis nous par la suite, en allant lui rendre visite, qu'effectivement il y avait un gros problème chez ma maman qui s'installait. D'un point de vue moteur, elle était tout à fait sans aucun souci moteur. C'est vraiment psychologique que comme je vous ai dit, le gouffre est en train de se creuser. Et donc ça s'est manifesté par mille et une choses. Et moi, un événement que je me rappelle tout particulièrement, c'est que j'étais arrivée chez elle et puis assez tard le soir, et puis le lendemain matin au petit déjeuner, elle propose de me servir du café. Donc oui, volontiers, une petite tasse de café. Puis elle me sert le café et je remarque de la moisissure dans le café. Donc je me dis maman, il y a un problème là avec ton café. Et donc je vais voir dans la cuisine. Puis elle me dit non, il n'y a pas de souci. Je dis mais tu le bois comme ça? Je dis ça fait combien de jours que tu bois ton café comme ça? Et elle me dit non mais il est bon. Je dis non maman, là il y a un problème là. Et je vais voir dans la cuisine et effectivement la cafetière était remplie de marc, il y avait ça de marc dans la cafetière et il y avait vraiment une pellicule de moisissure dans le café. Donc et je dis mais je voyais qu'il y avait un souci avec ma maman, je voyais qu'il y avait un problème, etc. Mais tant qu'on n'est pas vraiment mis face à des absurdités entre guillemets, on ne se rend pas compte. Et donc tout ceci a continué à prendre de l'ampleur, à s'aggraver, etc. On a fait ce qu'on a pu, on a été voir des neurologues, maman a passé des IRM, maman a passé des examens, elle a vu beaucoup de médecins. Elle était suivie au CHU d'Amiens par la neurologue Andriuta, qui en 2019 a posé le diagnostic de dégénérescence lobaire frontotemporale, démence sémantique. Donc. Et voilà,
Voilà, on savait ce que maman avait. On savait ce que c'était. Et maintenant, on savait aussi que ça se guérissait pas, qu'il n'y avait pas de traitement, que c'était au petit bonheur la chance, la vitesse à laquelle ça allait s'aggraver, comment. Parce qu'on a allé de surprise en surprise, surtout ma tante qui s'est beaucoup occupée d'elle. Nous étant en Belgique et ma tante habitant tout près, elle a vraiment fait tout ce qu'elle a pu aussi. On a mis en place des aides à domicile, etc. 3 fois par jour. Parce que maman, elle savait plus se faire à manger. Maman, elle avait besoin d'aide pour se laver, pour s'habiller, pour tout en fait. Elle était plus capable de rien faire par elle-même. Donc là, c'est devenu très compliqué avec les aides. Parce que maman refusait les aides. Elle les laissait pas rentrer, elle se sauvait. C'était devenu plus possible en fait de la garder chez elle. Et de vivre avec elle, c'était pas possible non plus, quoi. Faut bien s'imaginer que c'est très 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 lourd comme maladie, comme pathologie. Au quotidien, c'est très lourd. Je reprends parce que le truc n'arrête pas de se casser la gueule. Je disais donc, mon frère et moi-même, quand on y allait, c'était quelques jours, parfois une semaine. Et psychologiquement, c'est extrêmement dur. C'est vraiment intenable. C'est être face à l'absurdité en permanence. C'est n'importe quel geste du quotidien qui devient pénible à faire. Puis la personne ne comprend pas. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Je disais donc, elle avait un chien et par exemple, elle n'était plus capable de lui mettre la laisse. Pourtant, un mousqueton dans un anneau, c'est pas le truc le plus compliqué du monde, mais ça devenait impossible pour elle aussi. Et donc, le dernier événement en date qui a fait qu'on se décide réellement à demander un placement, c'était quand une des aides-soignantes est arrivée à la maison et l'a trouvée, parce qu'elle essayait de se faire toujours à manger, elle avait des plats préparés qu'elle mettait au micro-ondes. L'aide-soignante l'a trouvée en train de manger le plat qui avait fondu au micro-ondes tellement elle avait mis longtemps. Donc la fumée dans la maison, elle était en train de manger le plat, elle mangeait du plastique fondu quoi. Donc voilà. Et là j'ai dit non mais c'est plus possible, il va arriver un drame, il va y arriver un drame quoi. Donc maman a passé un séjour à l'hôpital parce qu'un jour ma tante l'a trouvée avec le visage complètement en sang. Parce qu'en fait, elle a eu des crises hallucinatoires qui font que maman s'est griffé le visage, fait saigner du nez, etc. Car elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose sur son visage et donc le réflexe c'était de vouloir enlever ce qu'il y a sur son visage. Donc là, elle a été internée, si je puis dire, à l'hôpital pendant quelques temps. C'était une période horrible, elle était vraiment l'ombre d'elle-même, elle recevait des médicaments pour être calme et tout ça, donc il faut bien s'imaginer que voilà. D'ailleurs j'ai des vidéos d'elle à ce moment-là à l'hôpital, quand je suis allée la voir, et voilà. Et donc ensuite on a essayé quand même de la remettre chez elle, ça a duré 3 jours, c'était pas possible. Donc là elle a été placée une première fois, et puis après dans un... pour vous simplifier, là, ça s'est super bien passé, elle était très bien. Mais elle est toujours très très loin de nous. Donc voilà. Mon frère et moi-même avons exprimé le souhait de rapprocher maman près de la frontière belge. Et donc j'ai entrepris des démarches pour trouver un EHPAD avec une unité protégée. Parce que maman devait absolument être en unité protégée, c'est très important. À cause de sa démence sévère, qu'elle puisse pas se sauver, qu'elle puisse pas ouvrir les fenêtres, etc. Car elle jetait tout par la fenêtre aussi, ça c'était un de ses grands trucs. Elle a commencé à tout jeter par la fenêtre. Et puis elle a besoin d'une attention particulière, elle est très très dépendante. Et surtout, sa particularité la plus importante, c'est que maman ne ressentait plus la satiété. Donc elle buvait, elle mangeait tout ce qui lui passait sous la main. Elle était épaisse comme ça, vraiment une petite femme. Elle devait faire même pas 50 kilos je pense. Mais elle attrapait tout, elle mangeait tout, elle buvait tout. Donc voilà.
sans évidemment, comment dire, elle aurait pu boire et manger n'importe quoi en fait, sans vraiment reconnaître les aliments en question, etc. C'est vraiment juste le geste de manger, boire, manger, boire. Et vous verrez que c'est très important par la suite dans ce qui s'est passé. Donc maman ça nous faisait, Arthur et moi-même, 3h30 de route à peu près pour aller la voir, travaillant 6 jours sur 7 et puis voilà, c'était juste pas possible, c'était trop compliqué, voilà, et puis nous on ressentait vraiment besoin d'avoir notre maman près de nous, elle parlait beaucoup de nous, elle parlait beaucoup de son chien, mais elle parlait aussi encore toujours de nous, même si elle disait qu'on était ses jumeaux et qu'on avait 6 ans. J'aurai 26 ans le mois prochain, mon frère 30. Mais en tout cas, on était toujours ces rayons de soleil et ça c'est le plus important. Et du coup, j'ai trouvé un EHPAD qui disposait d'une unité protégée et donc j'ai rentré le dossier de maman. Ils ont été touchés par la situation de maman, du fait qu'elle a 54 ans, que c'est un cas rare, que voilà. Et on a rapidement eu rendez-vous pour aller voir l'établissement. On a été accueillis par la directrice, très gentille, très rassurante. Madame a l'habitude, madame sait de quoi elle parle et elle en a vu d'autres. Et donc voilà, on passe un très bon entretien, une bonne visite, on reste plusieurs heures sur place. On est vraiment très bien accueillis. Moi je suis convaincue, je suis rassurée. Je me dis tout se passe pour le mieux, maman va revenir, c'est merveilleux, elle sera tout près de nous. Je pourrai aller la voir tous les jours après le travail, je pourrai aller passer le dimanche avec elle. On fêtera mon 26e anniversaire ensemble. J'étais comme dans un rêve. Je me disais c'est génial, maman va revenir. Et donc voilà, quelques temps après, on est recontacté assez rapidement pour nous dire qu'une place s'est libérée en unité protégée. Donc on organise le transfert de maman. C'était donc prévu que moi j'aille la chercher et que je la ramène. Et donc quelques jours avant le transfert, maman a bu une toute petite quantité de gel hydroalcoolique dans l'ancienne EHPAD, donc à Pommery. Une toute petite quantité, donc un incident, disons, sans conséquence. Voilà. Et donc voilà, je vais la chercher le 8, vendredi 8. Vendredi 8 avril 2022, je vais la chercher. On est bien accueillis, je vois les infirmières, je vois tout le monde, ils sont super contentes que je vienne la chercher. Et ils se disent, ouais, elle va être près de ses enfants, voilà. Et donc, maman est là, elle est contente de me voir. Et je la prends dans mes bras et je lui dis, oh, tu vas venir près de nous. Donc, elle avait bien compris qu'elle partait de là pour se rapprocher de nous, quoi. Et donc je la prends en voiture avec moi, le trajet se passe super bien. D'ailleurs j'ai des vidéos du trajet. Et maman elle est calme, elle est souriante, elle est contente d'être avec moi. Ça se passe bien. Je lui dis que je l'amène à sa nouvelle maison, sans douter que je la menais à la mort en fait. Donc ce vendredi-là, je l'amène. L'accueil se passe bien, on est bien accueillis, on parle encore beaucoup, on prévient, on dit maman il faut faire attention, elle a bu du gel hydroalcoolique il y a quelques jours, elle attrape tout, elle boit tout, elle mange tout, rien de non consommable ne doit être à sa portée, que ce soit en chambre ou dans l'open space, car dans l'unité protégée il y a un open space avec un bar, avec un évier, un petit frigo, voilà tout ce qu'il faut. On leur répète, en plus du mail des aides-soignantes de l'ancienne EHPAD qui les préviennent des caractéristiques particulières de maman, etc. On les reprévient à l'oral, on leur dit « Maman, elle attrape tout, je le répète encore, elle boit tout, elle mange tout. » Il faut faire très, très attention. Donc, comme je vous l'ai dit, rien se trouvait dans sa chambre, ni dentifrice, ni gel douche, ni shampoing, il n'y avait absolument rien. Et donc voilà, on laisse maman, elle est installée, elle se sent chez elle, il y a ses meubles, il y a ses affaires, il y a ses photos, il y a ses habits, il y a tout. On la laisse le vendredi, et puis le samedi, travaillant toute la journée, j'ai pas pu y aller, mais j'y suis retournée le dimanche.
Et donc je passe quelques heures avec elle, on va se promener, tout ça, elle est bien, elle est contente de me voir, mais toujours en détresse neurologique, voilà, c'est quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui est handicapé. Et donc je la laisse le dimanche soir, et je rentre chez moi. Puis le lundi après-midi, je reçois un coup de fil de l'EHPAD qui m'appelle pour me dire qu'il y a eu un souci avec ma maman et qu'elle a bu une demi-bouteille de liquide vaisselle. Comment ça reste toujours à établir, on ne sait pas. Ils me disent qu'ils font au mieux, que le médecin est là, qu'ils font ce qu'ils peuvent, etc. Et que voilà, la situation elle est sous contrôle. Donc voilà, rien de plus à dire. Ils me disent en tout cas que ça ne sert à rien de venir, que voilà, le centre antipoison est prévenu, que voilà, de rappeler le lendemain matin. Chose que je fais, parce que sur le moment, je ne me dis pas tout ce que je me dis maintenant, avec le recul. Donc le lendemain matin, j'appelle, on me dit que maman a été très malade, qu'elle a vomi beaucoup, qu'elle a fait que vomir, et beaucoup de diarrhée, etc. Donc je dis ok, et ils me disent mais ces constantes sont bonnes, blablabla, faut pas vous inquiéter, on la surveille, et elle a les bronches un peu prises et le nez un peu pris, mais ça va. J'avais prévu d'y aller directement après le travail, chose que j'ai faite. Et quand je suis arrivée, il y avait une aide-soignante en train de s'occuper des autres résidents de l'unité protégée. Ils sont une dizaine, il me semble, et c'est toujours une seule personne. Et sur le côté de l'endroit où ils mangent, il y a une terrasse. Et là, il y avait cinq personnes en train de fumer en pause, en fin de compte, dont la cadre infirmière de l'établissement. Et quand j'ai poussé la porte de la chambre de ma maman, qui était fermée, je l'ai trouvée toute seule sur son lit. Les yeux exorbités, allongée dans le lit, en train de faire tout ce qu'elle pouvait pour attraper un peu d'air. Elle avait tellement de mal à respirer, c'était horrible, c'était vraiment horrible. Je lui ai pris la main, je me suis mis accroupie à côté d'elle, je lui ai pris la main. Je me suis mis à pleurer instantanément quand j'ai vu dans quel état elle était. Elle a encore essayé elle a levé un peu la main, elle a essayé de me dire pleure pas. Mais tout était bouché. Tout était bouché. Tout. Il n'y avait plus rien qui passait. Elle avait la tête en arrière, la bouche entrouverte, elle essayait de respirer comme ça. La bouche toute sèche, la langue toute sèche. Et son ventre qui faisait ça, frénétiquement, dû au choc toxique en fin de compte. Elle était toute seule. Elle était toute seule. Je suis sortie, j'ai demandé de l'aide, j'ai dit qu'on appelle une infirmière, qu'on fasse quelque chose. L'infirmière a mis beaucoup de temps à venir. Puis quand elle est arrivée, elle a dit oui mais votre maman, j'ai déjà essayé de lui mettre de l'oxygène, mais elle enlève tout le temps les tubes de son nez, elle se laisse pas faire. On parle d'une dame de 54 ans qui est handicapée. Oui, elle se laisse pas faire, comme n'importe quelle personne handicapée. Est-ce pour autant une raison de la laisser mourir en fait? Parce que maman, elle avait besoin d'oxygène, elle pouvait plus respirer. Et en fait, on la laisse mourir parce qu'elle se laisse pas faire. Elle me demande de sortir de la pièce et elle me dit qu'elle va lui mettre de l'oxygène. Donc, chose qu'elle fait. Elle lui met aussi le truc sur le doigt, je sais pas comment ça s'appelle, pour regarder les constantes, etc. Donc, je re-rentre dans la pièce. J'étais complètement choquée, j'étais sidérée, vraiment. Et ça s'arrête pas là.
puisque maman elle est enfin soulagée, elle commence un peu à fermer les yeux parce que elle était en grande souffrance jusqu'à maintenant, elle luttait pour respirer, elle faisait tout ce qu'elle pouvait, c'était horrible. Et donc l'infirmière, elle regarde le boîtier sur son doigt et puis elle dit « Ah ouais, c'est pas folichon », selon ses mots. Elle lui met 12 litres, elle passe rapidement à 15 litres au niveau de la bouteille d'oxygène. Puis là, elle sort, et puis je sors aussi, et il y avait eu un attroupement, il y a plusieurs personnes entre-temps qui étaient arrivées, etc. C'était la grande panique. C'était pas la grande panique juste avant que j'arrive, bizarrement. Et là, maintenant, tout le monde s'inquiétait de son état, mais juste avant que j'arrive, elle était toute seule dans sa chambre pendant que ça fumait et que ça rigolait dehors. Et donc, on me dit rien, mais il y a une autre personne qui me dit oui, ils appellent les pompiers. Il était temps d'appeler les pompiers. Qu'est-ce qui se serait passé si je n'y étais pas allée, si maman n'avait pas de famille, si j'étais en déplacement, Qu'est-ce qui se serait passé? Il l'aurait laissé mourir seul dans son lit et on nous aurait appelé le lendemain pour nous dire que maman était décédée. Les pompiers arrivent et effectivement ils sont mis au fait quoi, devant ça. Ils demandent toutes les informations, les pompiers quoi. Ils disent que ces constantes elles sont pas bonnes, que selon leurs mots encore, je répéterai que leurs mots, la dame elle est en très grande souffrance, très grande détresse respiratoire et elle est en choc toxique. Maman sera amenée aux urgences, je resterai quelques heures sur place sans savoir quoi et en attendant puis je rentre chez moi. Puis vers minuit j'ai une dame des urgences qui m'appelle pour me parler de l'état de maman, etc. Me demander si ses dernières volontés sont connues ou pas. Et donc je dors pas de la nuit, je rappelle vers 3h du matin pour avoir un peu des nouvelles de ma maman. Puis on me dit rien, on me dit qu'on peut rien me dire. Et de rappeler le lendemain. Le lendemain j'ai pas trop de nouvelles. Le matin, ma tante réussit à les avoir et ils disent que ma maman elle peut s'en sortir mais qu'ils sont pas confiants. Et donc la journée se passe et je dis à mon frère qu'après le travail je veux absolument aller à l'EHPAD et demander des explications. On en est donc rendu au mercredi à ce moment-là. Donc 2 jours après l'incident, si je peux appeler ça comme ça. Maman a bu de liquide vaisselle le lundi en début d'après-midi. Moi je l'ai trouvée le mardi aux alentours de 17h20. Et donc mon frère et moi-même sommes rendus le lendemain, mercredi, après le travail, à l'EHPAD. Il n'y avait personne à l'EHPAD, personne pour nous accueillir, il y avait personne. Les gens qui étaient là, ils n'étaient pas là la veille, ils sont intérimaires, ils savent pas, ils n'étaient pas là. Personne n'était là, donc on n'a eu aucune information. Après ça, on s'est rendu à l'hôpital, on a été accueillis par le sous-directeur de l'hôpital. Et on a discuté avec lui pendant 20 minutes. Et puis après, le chef des urgences au téléphone qui m'a dit qu'il ferait une dérogation pour qu'on puisse venir voir maman le lendemain, mais qu'il n'était pas confiant, qu'ils étaient vraiment inquiets et qu'ils n'étaient pas confiants concernant l'état de maman. Donc le lendemain, jeudi, moi je travaillais. Mon frère s'est rendu en début d'après-midi pour voir maman. Il m'a appelé en pleurant en sortant de l'hôpital. Il m'a appelé en pleurant et il m'a dit maman elle est branchée de partout, elle réagit pas.
elle est plus là. Et donc, j'ai dit que j'allais me dépêcher de terminer le travail. J'ai réussi à partir à 15h. Et quand je suis partie du travail, ma tante disait, le médecin a contacté ma tante pour lui dire de nous appeler, pour qu'on vienne. Parce que ma maman, elle était en train de partir. Alors j'ai appelé mon frère et je lui ai dit de me rejoindre à l'hôpital le plus rapidement possible. Puis j'ai foncé. J'ai foncé jusqu'à l'hôpital. Puis bah... j'ai trouvé ma maman couchée dans un lit, branchée de partout, avec un masque sur le visage pour respirer. Et puis on est resté avec elle. Mon frère à droite, moi à gauche. On est resté avec elle pour pas qu'elle parte toute seule. On l'a pas abandonnée, on l'a pas laissée toute seule comme eux l'ont laissée, elle est pas toute seule. Et puis maman est décédée vers 17h25, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà. Voilà ce qui s'est passé. Pour en revenir au liquide vaisselle, au début on nous a dit que maman aurait forcé une armoire fermée à clé. Maman, elle savait pas mettre une ceinture de sécurité, elle savait pas enlever une ceinture de sécurité, elle savait pas s'habiller, elle savait pas fermer une fermeture éclair. Ce jour-là, le jour où maman est décédée, le jeudi, j'aurais dû avoir rendez-vous à 17h avec la directrice de l'établissement. Ma tante a donc pris le relais par téléphone avec elle, puisque j'étais à l'hôpital avec elle à ce moment-là, pendant qu'elle était en train de mourir. Et là, la directrice de l'établissement a dit que le liquide vaisselle, en fin de compte, aurait été rangé avec des bouteilles de grenadine. C'est pas clair, il n'y a rien de clair, les versions changent tout le temps. On nous dit pas la vérité, on nous dit rien. Maman, elle est morte le 14 avril 2022. Et depuis, on n'a eu aucune nouvelle de l'établissement. Pas un mot, rien du tout. C'est pas comme si on attendait quelque chose, mais ça donne un peu une idée de l'empathie et de l'humanité dont ils font preuve. Tout particulièrement la directrice de l'établissement. Donc voilà, en l'espace d'une semaine, j'aurais ramené ma maman. Je l'aurais vue une fois et la deuxième fois en train de mourir pour qu'elle nous quitte 2 jours plus tard. Et hier, les obsèques ont eu lieu. Et voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je veux des explications. Je veux que les responsabilités soient établies. Je veux qu'ils assument avoir commis une énorme négligence ayant entraîné la mort de ma maman. Et je veux qu'ils assument qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait le jour où c'est arrivé. Comment on peut laisser quelqu'un avec une demi-bouteille de liquide vaisselle dans le ventre, lui donner à manger, lui donner à boire, qu'elle vomisse, qu'elle vomisse, qu'elle vomisse. La mousse a été dans ses poumons, le liquide a été dans ses poumons. Elle aurait dû partir à l'hôpital le jour même. Si votre enfant, n'importe qui, avalait une demi-bouteille de liquide vaisselle,
qu'est-ce que vous feriez? J'ai cherché sur internet, j'ai posé des questions idiotes à Google. Que faire? Qu'est-ce qui est ressorti? Ne pas manger, ne pas boire, ne surtout pas faire vomir. Ils ont fait manger, boire et vomir ma maman. Toute la soirée, toute la nuit, elle a vomi. Jusqu'au lendemain où je la trouve comme ça. Et là, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Je veux qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait à ma maman. Parce que ma maman, elle avait que 54 ans, elle aurait encore pu vivre longtemps. Elle avait aucun souci de santé particulier. Hormis ses soucis neurologiques, elle allait très bien, ma maman. Et on avait encore tellement de belles choses à vivre et à faire ensemble, elle et moi. Je veux que les responsabilités soient établies, je veux qu'ils payent. Et je veux qu'on sache ce qui est arrivé à ma maman. Ça reste pas secret. Et qu'on sache ce qui se passe dans ces établissements-là. Parce que nous, on a été accueillis comme quoi, oui, avec tout ce qu'on entend, mais vous inquiétez pas, chez nous, c'est une association, on traite bien les gens, on a un pâtissier qui leur fait des desserts, et blablabla, mais... Et 3 jours après être arrivé, c'est ça qui se passe. Et qu'est-ce qui se serait passé si j'y étais pas allée? Il l'aurait laissé mourir comme ça. Il aurait tout simplement laissé mourir comme ça. J'ai rien de plus à ajouter. Je voudrais seulement dire que je peux pas laisser ça impuni. Notre famille, elle souffre trop. On a souffert de la maladie, on a souffert, ça nous a rongé pendant longtemps. De savoir maman comme ça, de tout en fait, de ce quotidien, son quotidien à elle, mais le nôtre aussi en aparté, parce que nos pensées, elles étaient toujours dirigées vers elle. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'on s'occupe bien d'elle? Est-ce que... Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire.